Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles révélations d'Elon Musk au sujet du Cybertruck, qu'un prototype Highland du modèle 3 pourrait avoir été repéré dans la nature et que le FCC accorde à Starlink V2 une licence assortie de conditions étranges. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti. Alors que les derniers événements d'annonce de produits de Tesla a peut-être porté sur le nouveau semi-truck, Elon n'a pas manqué d'inclure quelques œufs de Pâques sur le prochain Cybertruck et la façon dont il fonctionnera avec le nouveau superchargeur d'une puissance nouvelle d'1 MW. L'événement de lancement a mis en avant les spécifications et les tests des semi-Tesla, les analyses de l'industrie et une description du nouveau superchargeur V4 avec la révélation que le Cybertruck utilisera également ce système. En vérité, depuis qu'une station de semi-recharge Tesla a été vue en juillet dernier à l'usine Frito-Lay de Modesto, les fans de Tesla attendent avec impatience le nouveau superchargeur V4. Bien qu'il y ait eu quelques prédictions éclairées sur le potentiel de cette nouvelle technologie à l'époque, nous n'avions toujours pas une image claire de la façon dont elle s'intégrait dans le plan Tesla. On ne savait toujours pas si le V4 était un équipement distinct du méga chargeur du semi. Par ailleurs, Dan Priestley, directeur principal de l'ingénierie des semi-remorques, a fourni une explication plus approfondie du système lors de la présentation de l'événement de livraison. Comment le liquide du câble est-il refroidi afin de le rendre plus fin? Et comment le liquide de refroidissement qui émerge ou refroidit le fil haute tension est-il renvoyé par les tubes conducteurs de sorte que, lorsqu'il fonctionne à plein régime, il occupe le même espace que le câble de charge V3. Pour vous éclairer, les câbles de charge V3 utilisés aujourd'hui ont une puissance de charge maximale de 250 kW. Selon M. Priestley, le nouveau câble de charge V4 a une puissance de sortie d'1 MW. Il va de soi que le semi-Tesla devrait être équipé d'un câble dont la puissance est 4 fois supérieure à celle du V3. Bien que la capacité réelle de sa batterie soit inconnue, elle est très probablement proche de 900 kWh. Toutefois, nous savons que l'autonomie maximale du semi-Tesla à pleine charge est de 1600 km. Afin d'éviter des heures d'immobilisation, un conducteur qui souhaite recharger son camion électrique Tesla a besoin d'un système de charge rapide. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que le Cybertruck soit équipé de ce dispositif. Mais la quantité de batterie qui équipera le Cybertruck lors de sa mise en production en 2023 n'a pas été confirmée. Une nouvelle ligne d'équipement de batterie à l'usine de Fremont avec la désignation CTA Battery Bay Build a été mentionnée dans certains indices et documents exécutifs qui ont été envoyés en août 2022. On peut donc supposer que Tesla prévoit d'installer au moins sa batterie 4680 dans le camion. Il est étonnant de constater que le Semi est la première architecture du groupe motopropulseur électrique haute tension de Tesla, capable de fonctionner jusqu'à 1000 volts. Il faut noter que toutes les Tesla précédentes étaient alimentées par un système de 400 volts. Une tension plus élevée est utilisée dans l'électronique, ce qui réduit la résistance du système et accélère la charge. Et certains rivaux de Tesla l'ont déjà intégré à leurs produits. Par exemple, la Lucid Air fait passer les 800 volts que Porsche utilise sur son admission à 900 volts. Il serait logique de supposer que le Cybertruck fonctionnera sur le même système électronique de 1000 volts s'il est capable de se recharger rapidement à 1 MW comme le Semi. Il pourrait probablement charger un Cybertruck dans le même laps de temps s'il peut recharger 70% de l'énorme batterie du Semi-Tesla en 30 minutes. Et quiconque souhaitant remorquer avec un Cybertruck trouvera cela très utile. D'ailleurs, Tesla veut s'assurer que toutes ces voitures peuvent se recharger plus rapidement. Il se peut donc qu'ils aient saisi l'occasion de développer le Cybertruck afin d'utiliser les nouveaux superchargeurs V4. Quelle que soit la raison, le nouveau chargeur est une technologie fantastique et il est intéressant d'apprendre qu'il sera utilisé à d'autres fins que pour le camion. Le système V4 devrait commencer à être déployé sur le réseau de superchargeurs de Tesla en 2023, ce qui tombe à point nommé puisque Tesla a fait l'effort de rendre les spécifications de ses adaptateurs de charge open source. Ainsi, le nouveau V4 serait un atout majeur pour eux dans cette entreprise. Et peut-être qu'une autre voiture s'ajoutera à cette liste avec la transformation du modèle 3 prévue pour cette année. En parallèle, la Commission fédérale des communications des États-Unis a finalement accordé à SpaceX l'autorisation de lancer et de gérer ses tout nouveaux satellites Starlink V2. Pourtant, ce n'est pas vraiment une raison de se réjouir. Depuis mai 2020, des plans sont en cours pour l'octroi très attendu de la FCC. Et alors que SpaceX a soumis une demande de
permis pour lancer environ 30 000 unités, la FCC n'en a autorisé que 7 500 et reportera l'octroi de licences pour le reste des satellites demandés jusqu'à ce qu'un examen plus approfondi et une coordination avec les utilisateurs fédéraux soient effectués. Cette situation constitue un revers majeur pour la société Tesla, qui a développé sa plateforme afin de remplacer sa constellation Starlink actuelle par la nouvelle. Ils ont même équipé leur prototype de vaisseaux spatiaux de dispositifs de distribution spécialement conçus pour le satellite V2. Comme d'habitude, la FCC a fourni très peu d'informations sur la manière dont elle a déterminé ce nombre de satellites. Cependant, un certain nombre d'aspects pris en considération n'ont été que brièvement mentionnés, dont certains sont assez particuliers. Toutefois, la FCC semble surtout s'inquiéter de la diminution de la quantité de satellites en orbite et non à son augmentation. En raison d'incidents tels que l'essai anti-satellite effectué par la Russie en novembre 2021, qui a endommagé l'une de ses anciennes unités orbitales et a entraîné des mois de contact étroit avec la Station spatiale internationale, le sujet de la pagaille orbitale a suscité beaucoup d'attention au cours des 2 dernières années. Par ailleurs, les débris de lancement ont aussi engendré des appels à la réglementation. La plupart d'entre nous se souviennent probablement que la Chine a désorbité au hasard 2 de ses boosters longue marche dans des zones surpeuplées en 2021 et en novembre de cette année. Cependant, un nombre croissant de nations et de sociétés de lancement envoient des vaisseaux dans l'espace, ce qui augmente la quantité de trafic et de débris. Dans un effort pour réduire la pression sur notre orbite, le gouvernement américain a travaillé cette année pour évaluer et restreindre l'utilisation des méga-constellations. En réponse à l'incident du satellite russe et aux plaintes des astronomes qui ont préconisé de ne pas augmenter le nombre de constellations de satellites en raison de l'interférence de ces objets avec les observations et la recherche d'astéroïdes potentiellement dangereux, la FCC s'est engagée en septembre de cette année à moderniser les règles relatives aux déchets spatiaux. Par conséquent, le problème de la congestion orbitale est très probablement à blâmer pour le temps supplémentaire nécessaire à l'octroi de la licence du Starlink V2 et le nombre extrêmement limité d'unités autorisées. Cela explique aussi très bien pourquoi la FCC a approuvé moins de satellites V2 que les 7518 unités Starlink Gen 1.5 qu'elle a autorisées en 2018. En effet, la FCC a traité cette affaire en 5 mois seulement. Bien qu'il s'agisse d'un satellite qui était déjà en service régulier et bien avant l'attention accrue portée à l'encombrement de l'orbite. Mais SpaceX a déjà pris des mesures pour apaiser certaines de ces inquiétudes. Pour faire face aux problèmes de désordre, la société a commencé à abaisser les altitudes de ses satellites Starlink en 2019 et a commencé à faire des tests pour voir si elle pouvait minimiser leur réflectivité. Étant donné que les satellites peuvent mettre des centaines d'années à se désorbiter à une altitude de 1000 km, la FCC a restreint l'utilisation des constellations au-dessus de cette altitude. Toutefois, la majorité des demandes de SpaceX concernant les zones de déploiement se situent dans une fourchette de 600 à 340 km. En d'autres termes, tout satellite défaillant se désorbiterait en moins de 5 ans, ce qui est l'objectif de la FCC à partir de septembre de cette année. Et ce serait acceptable si la FCC était simplement prudente dans la façon dont elle appliquait ces nouvelles règles pour les constellations. Cependant, il y a une partie de la décision de la FCC qui me préoccupe. La FCC admet publiquement qu'elle a prévu sa décision de réduire les nombres de Starlink V2 à une fraction pendant qu'elle mène une enquête plus approfondie sur une lettre du projet Kuiper d'Amazon, le projet du concurrent direct de SpaceX, qui est la constellation Amazon Mega. La lettre de 3 pages s'alarme non seulement du grand nombre de satellites de SpaceX à l'intention d'installer, mais aussi du fait que cela ne laisse pas beaucoup de possibilités aux autres entreprises d'installer leurs satellites sur les orbites légales de la FCC. En fait, la lettre continue à fournir d'autres solutions à ce problème, y compris la décision de la FCC de réduire le nombre de satellites. Et il y a quelques arguments valables présentés ici. Cette lettre serait beaucoup moins préoccupante si elle provenait de la NASA ou d'une autre source réputée. Cependant, il n'est pas bon que la FCC écoute les suggestions d'une entreprise rivale plutôt que celle d'une organisation impartiale. Mais l'histoire bizarre ne s'arrête pas là. Il y a aussi un critère arbitraire qui pourrait obliger SpaceX à arrêter le développement des satellites si la période de désorbitation totale de tous les satellites perdus dans cette constellation projetée dépasse 100 ans.
Cela implique que SpaceX serait contraint de cesser le déploiement de sa constellation jusqu'à ce que la FCC ait le temps d'enquêter sur les causes de la défaillance si seulement 20 satellites tombaient en panne à une hauteur moyenne de 500 km. Selon les rapports, Leo Labs, une organisation tierce qui fournit des services de surveillance radar des objets en orbite terrestre basse, est à l'origine de cette restriction draconienne. Obtenir des analyses d'une entreprise comme Leo Labs est moins étrange que de s'adresser à un concurrent de SpaceX. Cependant, lorsque les satellites ne répondent plus et commencent à se désorbiter, la série actuelle de satellites Starlink a un taux de défaillance de 3%, ce qui, selon les normes de l'industrie, est plutôt bon marché. Mais si cela continue avec ce lot de 7500 unités Starlink V2, l'attrition serait proche de 255 unités, ce qui signifierait que SpaceX devrait s'arrêter avant même d'avoir terminé ce lot. Toutefois, on ignore encore ce que la FCC et SpaceX vont faire à partir de maintenant. Starlink V2 est un investissement important sur lequel SpaceX compte pour améliorer sa couverture dans les années à venir. Étant donné que SpaceX a de l'expérience dans les relations avec la FCC, il est possible qu'elle bénéficie d'une plus grande marge de manœuvre à l'avenir. Passons maintenant au sujet de ce prototype de véhicule Tesla 3, qui a été aperçu à Santa Cruz, en Californie, juste après que les rumeurs concernant une éventuelle mise à jour du modèle 3 aient gagné en popularité. La vidéo et les photos de l'utilisateur @OMGTesla montrent un modèle 3 blanc dont les extrémités avant et arrière sont recouvertes d'un tissu qui masque notamment le contour des feux et de la carrosserie, ce qui indique que certaines parties ont subi quelques modifications, mais ne sont pas encore prêtes à être montrées. En réalité, la zone autour des phares était juste assez transparente pour que certains lecteurs aux yeux de lynx puissent distinguer les lignes de ce qui pourrait être un nouveau module de caméra, légèrement plus haut dans l'assemblage. Il se pourrait bien que cette caméra contribue à réduire l'angle mort reconnu dans cette région. Le 28 novembre dernier, le média Reuters a rapporté une fuite d'un projet de refonte du modèle 3 appelé Highland, de la part de leurs sources proches de Tesla. Selon la source, la voiture simplifiera son intérieur et diminuera la quantité de composants intérieurs utilisés dans sa construction, avec une certaine attention portée à l'écran d'infodivertissement. En fait, en 2021, le design de la Model S a été mis à jour de manière similaire. Parmi certaines choses, les phares et les feux arrière ont été mis aux normes actuelles de Tesla. En regardant les feux de ce prototype de Model 3, il est difficile de ne pas y penser. Cependant, l'article de Reuters indiquait également que l'usine de Fremont en Californie et de Shanghai devait commencer à produire le nouveau Model 3 au troisième trimestre de 2023. Nous ne pouvons rien voir de plus sur les photos, mais ce qui est vraiment remarquable, c'est de voir un prototype de Model 3 dans la nature si peu de temps après la divulgation de Reuters. Le timing est incontestablement correct. Par conséquent, peut-être aurons-nous bientôt l'occasion de voir une version exposée. Et vous, que pensez-vous de toutes ces informations? Dites-le dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.